Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Les policiers peuvent-ils encore vraiment compter sur les politiques pour limiter la surcharge administrative, alléger les innombrables réglementations et barrières juridiques qui les empêchent parfois d'exercer sereinement et efficacement leur métier, à commencer par la présomption de légitime défense qui devait être discutée à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Mais faute de temps, l'adoption de ce texte est passée à la trappe. On en parle aujourd'hui avec le secrétaire général du syndicat de police unité, Grégory Joron. Bonjour. Bonjour Grégory Joron. Bonjour, merci d'être sur Sud Radio. Je voulais vous avoir aujourd'hui, Grégory Joron, pour deux phénomènes. Voilà, il y a ce problème de légitime défense qui devrait permettre aux policiers de pouvoir accomplir leurs devoirs sans être menacés d'avoir immédiatement l'IGS qui vient s'assurer qu'ils ont fait leur travail de fonctionnaire. Ça, c'est un vrai débat. Et puis, nous avons aux États-Unis l'ICE avec deux tragédies. Et pourtant, des voix en France, alors Arnaud Klarsfeld, qui dit il faut faire une larafle. Carrément, il a des ennuis d'ailleurs au Conseil d'État à cause de cela, mais des voix en France disent, sans aller jusqu'à l'extrémité des États-Unis, est-ce qu'une police efficace n'est pas une police qui est respectée? Et pour qu'elle soit respectée, il faut qu'elle soit crainte. Je me souviens de Laurent Nunez, quand il était préfet de police en 2023. La police n'est pas au-dessus des lois, d'accord, mais elle n'est pas au-dessous des lois non plus. Alors, est-ce que vous pensez, Grégory Joron, vous êtes confronté à cette réalité, on vous a entendu souvent partout sur les ondes et les plateaux télé, voilà, signaler qu'il y avait quand même une disparité, une iniquité de la police française par rapport à d'autres. Est-ce que vous croyez encore dans le pouvoir politique et la résolution gouvernementale pour que la police française puisse faire son travail correctement et faire respecter les lois de la République? Il reste débat, j'ai 3 heures, j'espère. Vous avez 3 jours. Non, mais vous reviendrez. Bon, alors oui, très clairement, si on est syndicaliste, on a, je crois, encore un peu d'espoir. Autrement, on pose les valises, on arrête tout. Donc on essaye en tout cas nous de passer des messages forts et d'être assez cohérent. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses dans vos propos liminaires, dans votre question. Moi, je dis attention aux parallèles et aux comparaisons. Tout de suite, évidemment, on a des responsables politiques qui emportent et qui comparent souvent la police américaine avec la police française, notamment la France insoumise qui fait des parallèles qui sont à mon sens complètement absurdes. Je donne simplement un chiffre et après je passe sur le fond, c'est-à-dire notre difficulté potentiellement au quotidien quand on est policier, en tout cas celui de mes collègues. Sur la police américaine, la police française est sous le prisme de la présomption de légitime défense et sur le nombre de morts, parce que c'est souvent le sujet qui est abordé. Je rappelle juste des faits qui sont à mon avis incontournables. La police américaine, c'est 1000 morts par an. La police française, dans une action de police, la police française, c'est entre 77 et 2022, soit durant 45 ans, 861 morts. Donc je crois qu'il faut être un peu sérieux et comparer ce qui est comparable. Je ne crois pas qu'on devienne une police américaine et je crois qu'on a une police justement républicaine et qu'il faut être conscient de ça et surtout la renforcer et lui donner les bons outils. Aujourd'hui, ce qui se passe quand on parle de présomption de légitime défense, je pense que les mots sont importants. Encore plus en termes de droit, puisque chaque mot est pesé et a un sens. Nous, on est historiquement pas favorable à aller sur une présomption de légitime défense. Par contre, on porte également la présomption d'usage légitime de l'arme. Pourquoi ? Je ne vais pas faire de cours de droit. J'en ai pas ni la capacité, ni l'expertise, mais pour autant, on a un peu bossé dessus. On a surtout écouté les autres dans une table ronde, parce qu'on travaille un peu sur le fond. Et aujourd'hui, on est nous persuadés que cet article de 2017 du 435.1 du Code de sécurité intérieure, qui est venu apporter une notion nouvelle d'encadrement d'usage des armes des policiers, n'a pas été assez précisé. Et malheureusement, depuis lors, d'expérience, c'est le terrain qui nous le dit, quand un policier use de son arme, alors qu'il est couvert par la permission de la loi au travers de l'article 122.4 du Code pénal, malheureusement, il est souvent, trop souvent, et c'est ce qu'on déplore, considéré a priori comme suspect. Et c'est, je pense, de ça dont il faut parler, sans mélanger les genres, parce que quand on parle de légitime défense, c'est un article général qui s'applique autant à vous qu'à moi, et qui malheureusement n'est pas le bon socle pour parler d'action policière.
encore moins bon aujourd'hui quand on a un cadre d'usage d'armes qui est prévu par la loi et qui a, au travers du Code de sécurité intérieure, autant de force qu'un article du Code pénal. Donc je pense que ça, c'est pour poser le débat. Attention, nous, on est attachés à faire avancer cette question d'usage des armes et à encadrer l'action de nos collègues, parce que trop souvent, malheureusement, je vous le dis, ils sont a priori suspects. Mais attention de pas brouiller le message. Techniquement, on est, en tout cas pour nous, plus sur la légitime défense. Grégory Joron, merci pour ces précisions. Vous êtes très clair sur l'aspect, j'allais dire, juridique et législatif de ce qui existe aujourd'hui comme arsenal pour que la police exerce sa mission. Pour autant, beaucoup de vos collègues et de vos confrères disent, chaque fois qu'on va avoir besoin de se défendre ou d'user notre arme pour appliquer les lois de la République, on a l'œil de Caïn, c'est pas l'œil de Caïn, c'est l'œil de l'IGS. Est-ce que je suis dans le seuil où je vais avoir une rétorsion immédiate? Donc, certains policiers disent, je suis pas passé à l'acte et j'ai laissé faire, parce que je me doutais qu'il pouvait y avoir un dérapage, qu'on peut être filmé, et qu'immédiatement il y a une espèce d'emballement avec la France insoumise qui est là pour prouver que la police tue. Vous êtes tous des assassins potentiels, la police française, quand on écoute certains élus de la France insoumise, et on vous sent, au sens propre comme au sens figuré, on vous sent désarmé. La multiplication des refus d'obtempérer, c'est bien la preuve que les voyous ont plus peur. Et je vais pas multiplier les cas et les exemples, enfin vous savez bien. Est-ce qu'à un moment donné vous avez, vous, les moyens de taper sur la table? Imaginez que vous disiez un jour, on laisse tomber. On peut pas exercer d'autres métiers. On le ferait plus. Vous vous rendez compte la panique dans le pays? Est-ce que on peut encore compter sur la police? Et je vous dis que les régimes républicains qui ont abandonné leur police, ce fut le cas de la 4e République, sont tombés. Vous êtes le soutien de l'institution républicaine. Est-ce que vous sentez quand même que ce gouvernement n'a pas le courage politique pour vous soutenir là où vous avez besoin d'un soutien? Alors c'est assez paradoxal en fait, parce que je crois que les différents ministres, notamment les quelques derniers qui se sont enchaînés au sein de la place Beauvau, n'en ont pas mis beaucoup à côté sur la question. Je parle au moins du soutien affiché dans l'hémicycle face à des attaques en effet d'une certaine partie de l'hémicycle souvent la même, ou dans l'expression médiatique ou dans le soutien apporté à nos collègues dans des situations parfaitement compliquées. On a, je crois, des ministres de l'Intérieur qui s'expriment plutôt clairement sur le sujet. Je vous dis que c'est paradoxal parce que de l'autre côté, on a une autre difficulté qui est souvent l'expression présidentielle. Et là, il y a quand même un gap qu'il faut noter. Je reviens sur des vieilles affaires, mais quand même qui ont été douloureuses, et c'est pas un mauvais jeu de mots, pardon, pour l'ensemble de la corporation. L'affaire Théo avec François Hollande qui vient s'asseoir au chevet de Théo. L'affaire Naël avec un président de la République qui, dans sa première expression, exprime tout de suite que c'est de mémoire inexplicable et inexcusable. Avant même le début de l'enquête. Et une minute de silence à l'Assemblée. Une minute de silence à l'Assemblée. Donc si vous voulez, c'est pour ça que c'est paradoxal, c'est qu'on a d'un côté, je crois, des gens, place Beauvau, à qui je ne ferai pas de procès d'intention et qui fondamentalement sont convaincus de la bonne place du policier dans la société et de sa bonne action. Et malheureusement, au-delà, souvent un peu de politique, voire même beaucoup de politique et de godillage qui en effet ne font pas du bien, très clairement. Et ensuite, il y a le sujet de fond, parce que c'est moi ce qui m'intéresse. Là, on est dans la communication et malheureusement le pouvoir politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la capacité de nos politiques à ne pas faire du sujet de sécurité une variable d'ajustement, notamment en termes budgétaires. On voit dès lors que dès que ça se tend sur ces sujets-là, malheureusement, la police, comme n'importe quel autre ministère, fait l'objet de coupes budgétaires et on est traité. Je vais vous le dire de manière assez pragmatique avec un exemple assez précis. Dès lors qu'on manque de pognon, et c'est le cas dans notre pays, mais qu'on sait que le sujet de sécurité est important, on en paye les prix comme n'importe quel autre ministère. Un exemple simple. Le plan de renouvellement automobile, c'est quand même assez important que les policiers puissent être véhiculés dans de bonnes conditions pour pouvoir patrouiller et intervenir. Eh bien, pendant 2 ans, 2024-2025, notre plan de renouvellement automobile a été complètement gelé parce que coupe budgétaire. On parle de formation, on sait toute l'importance de la formation dans la police nationale qui doit être bien au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui, notamment sur la formation continue. Dès lors qu'il y a des problèmes budgétaires, le premier pan qui tombe dans la police nationale en dehors du budget, c'est le budget de formation, où on dit aux collègues, si vous voulez vous former, eh ben vous allez payer votre trajet, payer votre hôtel, payer votre nourriture. En fait, vous allez payer de votre poche pour être entretenu au niveau de votre qualification professionnelle ou pouvoir améliorer vos compétences. Donc en fait, moi, mon vrai sujet,
c'est que nos politiques ne sont pas constants sur cette question-là et que, suivant le contexte, on n'est pas malheureusement les reins assez solides pour garantir un effort soutenu à l'endroit du ministère de l'Intérieur. Pour autant, Grégory Joron, c'est vrai, j'ai connu des policiers qui me disaient on va faire les photocopies chez l'assureur parce que la photocopieuse est en panne, on ne peut pas la réparer. Ouais. Et des gendarmes qui m'ont dit on est allé quémander une rambette de papier parce qu'on pouvait pas on n'avait pas de budget pour la remplacer. Enfin bon, ça c'est vraiment des situations de pays du quart-monde et il s'agit de la police de la République française. Est-ce que vous ne constatez pas, vous conviendrez Grégory Joron, que les Français, au vu de cette déliquescence et de ce manque de courage, vont peut-être se tourner, il y a un impact politique électoral. Les Français, majoritairement, vont se tourner vers des partis politiques qui, eux, promettent que la police pourra exercer sa responsabilité en toute sécurité avec le soutien des institutions et de l'État. Il y a quand même une incidence politique. Voilà. Ça, la classe actuelle le sait. Peut-être M. Darmanin était un peu plus courageux que d'autres. On a connu Chevènement, on a connu Jox, qui étaient des ministres proches de leurs policiers qui étaient appréciés. Il y a ceux ensuite qui étaient totalement politiques. Mais enfin, il y aura une incidence politique, Grégory Joron. C'est indéniable. C'est indéniable parce que, alors vous rappelez des grands noms de l'intérieur, et c'était l'époque qui conduisait aussi l'action. Aujourd'hui, notre réalité, c'est qu'on a changé de monde depuis 2015. Les attentats, je veux dire, on a pris de plein fouet le risque terroriste et on a compris le danger dans lequel on était plongé, qui est encore aujourd'hui extrêmement prégnant. 2, on a une pression migratoire qui n'est pas comparable à ce qu'on pouvait vivre il y a 20 ans et qui fait aussi partie des enjeux de sécurité. 3, on a un narcotrafic qui a complètement explosé. Vous le savez, il y a qu'à lire les rapports officiels de l'OFAST pour comprendre que 9 villes sur 10 sont gangrénées par le trafic de stupéfiants et qu'on sait aujourd'hui que c'est une menace pour l'État, c'est factuel et c'est documenté. Et on a en plus une expression sociale qui est redevenue après 10 ou 15 ans de calme, plutôt brutale, plutôt frontale et plutôt conséquente. Donc en fait, et d'où nous, policiers, notre réalité, c'est qu'on doit faire face à tous ces sujets-là, vous l'avez compris, bien plus importants qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans, avec, accrochez-vous bien, mais j'imagine que je vais rien vous apprendre, exactement le même nombre d'effectifs. Bon. Je crois que l'effet ciseau, il se tient là. Je crois, avec toute la bonne volonté de mes collègues, et vous l'avez souligné, je vous en remercie, parce que je me demande encore, moi, comment ils gardent le moral pour aller prendre leur service tous les jours et toutes les nuits. Bien sûr, on pense à eux. Voilà. Grégory Joron, très rapidement, parce qu'il nous reste vraiment quelques secondes, je suis désolée, les syndicats Alliance Police et Synergie Officiers appellent à manifester très largement dans toute la France samedi. Est-ce que Unité Police y sera à ces manifestations ? Non. Non, parce que simplement, au-delà même de nos divergences, je note que le bloc syndical, qui est composé de 13 syndicats, ne répond pas à leur appel, donc même leur on va dire leur colistier n'est pas à leur côté. Donc nous qui ne sommes pas dans le bloc syndical, on a encore moins de raison de l'être. Et je vais vous dire, je pense qu'à 6 semaines des municipales, ça me semble extrêmement politique. Et moi, mon boulot de syndicaliste, c'est de faire passer des idéaux politiques et pas l'inverse. Et donc on va rester à notre place de syndicaliste et œuvrer au quotidien pour améliorer les conditions de travail de nos collègues. Merci Grégory Joron. Vous avez compris qu'on va vous rappeler. La conversation n'est pas terminée et le sujet, à mon avis, est inépuisable. Merci, bonne journée, à très bientôt.